je vais présenter le théorème des unités de Dirichlet. C'est un théorème qui va s'intéresser à des corps de nombres, des extensions de degré fini de Q. On va en fixer une pour toute la suite qu'on va appeler K. Et le but, ça va être de recréer Z, ce que Z est à Q dans K. Donc on veut quelque chose de relativement petit par rapport à K, mais qui va quand même engendrer K additivement. On va s'intéresser en particulier aux entiers algébriques qui sont dans K. On l'appelle OK, les entiers de K. Et le but, ça va être de regarder les inversibles de OK, obtenir l'isomorphisme suivant. Avec R1 le nombre de plongements réels du corps K et R2 le nombre de plongements imaginaires du corps K. Et G le groupe de torsion de OK étoile, c'est-à-dire le groupe des racines de l'unité qui sont dans OK. Voilà. D'abord, ce qu'on va remarquer, c'est que OK est assez gros. On va essayer de montrer que si n est le degré de l'extension K, OK est isomorphe à Z puissance n. Là, c'est pas le même morphisme qu'ici. Là, c'est un morphisme additif. Et celui-là est nettement plus facile que celui-là. Alors, première chose à remarquer sur OK, c'est que si je note mx, l'endomorphisme Q linéaire de multiplication par x de K dans K, K vu comme un Q espace vectoriel de dimension n, et ben, je vais avoir x dans OK qui va être équivalent à ce que pi mx soit dans z de x. Et ça va aussi être équivalent à ce que le polynôme minimal de x soit dans z de x. Alors il y a quelque chose qui est facile, c'est de voir que x est dans OK, ça implique ça, pas que ça va être équivalent. Parce que si le polynôme minimal est dans z de x, alors on est bien dans z bar. Et réciproquement, si on est dans z bar, le polynôme minimal est dans z de x. Ça, c'est un exercice un peu classique que je ne vais pas démontrer. Et ce qui n'est pas facile, c'est de montrer 3 amplitudes de 2. Donc pour ça, on va utiliser le théorème de la base télescopique. Je vais prendre E1 jusqu'à ER, une base qui va être adaptée à l'extension de corps Q de x. Q de x, c'est bien un corps parce que x est un entier algébrique. Puisque x est dans OK qui est de dimension finie. Et on va la compléter en une base, grâce à une base de Q de x. On va prendre la plus simple, 1 jusqu'à x puissance dec de pi x moins 1. Et bien ça va nous faire une base de K sur Q. Et dans cette base, qu'est-ce qui va se passer? E1 va être envoyé sur x1, ainsi de suite, jusqu'à ce que x puissance dec de pi x moins 1 E1 soit envoyé sur pi x fois les autres, donc ça va faire des matrices compagnons. E1 est envoyé sur E2, donc on a 1 ici. Et ici, on envoie celui-là sur moins A0, moins AD-1. Si le polynôme minimal, on écrit x puissance n plus AD-1, x puissance D-1, jusqu'à A0. Voilà. Ça, c'est C pi x. Et là, on a C pi x. Donc, on a qui mx
qui va être égal à pi x puissance r. Ou ici on a écrit r, r qui va être égal à n sur d, r qui va être égal à la dimension de k en tant que q de x espace vectoriel. Ok, donc en particulier, on va utiliser les deux coefficients qui vont être très importants du polynôme qui nx. En particulier, si x est dans OK, on a trace de x et n de x qui sont dans z. Là, c'est un peu abusif. C'est pas trace de x et norme de x, c'est n de x sont définis comme le déterminant de nx. Et la trace de x sont définies comme la trace de l'endomorphisme aussi. Voilà, donc ça va être linéaire, ça va être voilà, une application linéaire de. Ça va être additif de OK dans Z. Et ça va être multiplicatif parce que quand on compose deux endomorphismes, le déterminant passe au produit. Voilà. Donc ça, c'est important. La deuxième chose à remarquer pour l'isomorphisme additif, c'est que si j'ai un entier dans. Si j'ai un élément dans K, n'importe lequel, et ben, je vais exhiber M tel que MY dans OK. Ça veut dire que que OK engendre vectoriellement K. Comment on fait? Et ben, on va écrire un polynôme entier qui va annuler Y, toujours parce que K est une extension de degré fini. Et on va multiplier par AD puissance D-1. Et ça va nous faire... On va rentrer le AD dans le Y. Et d'après l'équivalence qu'on avait, qui était que être dans OK, c'est l'équivalent à avoir son polynôme minimal dans Zx. Là, mon polynôme minimal de AD Y puissance D, il va être unitaire. Et à coefficient entier, donc ADY est dans OK. Donc, OK est assez gros dans le sens où il engendre vectoriellement, comme Q espace vectoriel, K. Maintenant, il faut montrer, pour avoir l'isomorphisme ici, que OK est assez petit. On va montrer que OK est discret, en un certain sens. Alors, pour ça, je vais prendre E1 jusqu'à En. Une base. Je peux choisir une base de K formée d'éléments de OK parce que je prends une base quelconque et je la multiplie jusqu'à ce que tous les éléments soient dans OK. Donc je prends une base dans OK et la chose importante qui va être à remarquer, c'est que la trace, l'application qui a XY associe trace de XY, c'est une forme bilinéaire. La trace, comme on l'a défini avant, la trace de l'endomorphisme, c'est une forme qui est bilinéaire, qui est non dégénérée parce que tout le monde en inverse dans K, puisque c'est un corps. Et donc si je prends un élément dans OK, ça va être non dégénéré, parce que je prendrai juste Y l'inverse. Et la chose importante à savoir sur ces applications, c'est que si je regarde la matrice trace de E1, trace de E1, En, trace de En, En, et que je la multiplie par x1 jusqu'à xn, je vais avoir les traces des multiplications de x par En, où x c'est la somme des xi, ei. Voilà, parce que quand on va multiplier terme à terme, enfin ligne par ligne, il va y avoir les x1 qui vont rentrer dans le trace de E1, Ei, Ej, parce que les xi sont dans Q. Et donc ça va faire somme, là si je prends la colonne i par exemple, ça va faire somme j allant de 1 à n, xi trace ei, ej. Là je fais rentrer le xi, et donc ça fait trace de eix. Voilà.
Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est que si j'ai un élément x dans OK, et ben ce vecteur-là à droite, il va être dans Z. Il est dans Z parce que les EI sont tous dans OK, parce que OK c'est un sous-anneau, comme intersection de sous-anneaux. Donc, quand je regarde la multiplication par XEI, je vais avoir des éléments dans Z, puisque la trace envoie OK sur Z. Et donc, si je note D le déterminant de cette matrice, qui est non nul parce que c'est une forme linéaire non dégénérée, on peut voir que s'il y avait un vecteur x1 jusqu'à xn dans le noyau de cette matrice, on aurait trace de xei qui sera nul pour tout i, et donc en faisant des combinaisons linéaires, on aura trace de x1 sur x qui est nul. Et ça, c'est pas possible parce que trace de 1 c'est n. Donc, si on inverse ce système, on a x1, xn qui va être dans 1 sur d fois z puissance n. Voilà. Donc pour tout ici dans OK, on va avoir cette inclusion. Ça veut dire que OK est en quelque sorte coincé entre 1 sur d ze1 jusqu'à zen et ze1 jusqu'à zen. En fait, on a ze1 plus zen. Ça, c'est inclus dans le cas, puisque tout e1 jusqu'à en sont inclus dans le cas. Mais vu que tous ces éléments sont dans 1 sur d puissance z, 1 sur d fois z, on a inclusion dans le sens. Voilà. Et maintenant, on a envie d'en tirer que OK est isomorphe à z puissance n. Pour ça, on va faire un peu de géométrie des nombres. On va montrer que si j'ai un réseau de R puissance n, ça veut dire que c'est un réseau, c'est un sous-groupe discret qui engendre R puissance n. Et ben, ça va être isomorphe à z puissance n. Et on va montrer que les réseaux, c'est les seuls sous-groupes discrets. Ça veut dire que tout SZ discret est un réseau. Donc isomorphe à un Z puissance R pour R plus petit que N. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je regarde dans le plan et que j'ai un sous-groupe, qui est discret, ça veut dire qu'il n'est pas entassé. Ça veut dire que son intersection avec tout compact est finie. Donc ça veut dire qu'il est dense en aucun point, enfin qu'il n'a pas de point d'accumulation. Et ben en fait ça va forcément être un ZE1 plus ZE2. Donc l'idée c'est que les sous-groupes discrets de R puissance n ils sont très simples. Donc on y va, on prend G, un sous-groupe de R puissance n. Là l'idée c'est que, quitte à travailler dans le vecteur de G, on peut supposer que G engendre vectoriellement R puissance n. Donc on va prendre E1, En dans G puissance n, une base de R puissance n, et on va considérer le réseau L de E, qui est ce qu'on imagine, ZE1 plus ZEN. Voilà. Donc par exemple, là, si on reprend cet exemple, ça veut dire qu'on prend deux points qui sont linéairement indépendants, par exemple celui-là et celui-là. Pour l'instant, on n'a pas choisi les points qui vont être optimaux, on n'a pas choisi les plus petits, donc il n'y a aucune raison que ça ce soit égal à G. Mais l'idée c'est que on va regarder ce que ce réseau engendre. Et on va surtout regarder le pavé fondamental qui est associé au réseau. Ça c'est x1, E1. Le pavé d'un réseau, ça va être basiquement l'espace ici.
c'est ce qui manque au réseau pour devenir tout. Par exemple, si je prends le réseau de R carré qui va être le réseau Z carré, son pavé fondamental, ça va être ici. Et on peut bien vérifier que si je translate ce pavé, si je le translate à tous les points, ça fait bien R carré. Autrement dit, on a que pi de E plus L de E, c'est R puissance n. Voilà. Donc les pavés fondamentaux, c'est en quelque sorte ce qu'il faut compléter au réseau pour qu'il engendre tout, enfin pour que ce soit tout. Et ce qui est important, c'est que ce réseau, ce pavé, sa mesure détermine à quel point le réseau est petit ou grand. Par exemple, un réseau avec une mesure de 1 quart, si je prenais le réseau 1 sur 2z carré, et il va être plus grand puisqu'il va contenir le réseau z puissance carré. Et son pavé va être de volume 1 quart. Voilà. Donc comme je l'avais dit, G est un sous-groupe discret, c'est là qu'on l'utilise. Donc on a G inter pi de E qui est fini. Ça, c'est équivalent à dire que le quotient G sur L de E est fini, et on va appeler son cardinal n, parce que G sur L de E, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que deux points sont les mêmes s'ils sont écartés d'un point de L. Donc ça veut dire que si j'ai un point dans Zn qui s'écrit avec des coordonnées xi, je peux prendre la partie fractionnaire des xi, quitte à translater par le réseau. Donc je peux supposer qu'on est dans le pavé. Voilà, parce que G sur L de E, c'est isomorphe à pi de E inter G, de manière canonique. À tout élément dans G, j'envoie l'élément dans pi de E, enfin je fais la division euclidienne en fait. J'enlève des points de L de E jusqu'à ce que j'arrive dans pi de E. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a, un peu comme on avait avant avec OK, ça veut dire que j'ai G inclus dans 1 sur n L de E, parce que d'après le théorème de Lagrange, j'ai n fois ce groupe-là qui va être nul, donc ng sur L de E qui va être nul, donc j'ai inclus dans 1 sur n L de E, et évidemment j'ai le tons ici. Voilà, donc ça veut dire que l'ensemble des déterminants pour E une base de G, ça va être discret. Donc si je vais supposer que j'ai pris E de déterminant minimal, c'est discret parce que on peut juste substituer les déterminants, enfin ça va être inclus dans 1 sur n puissance n det de E z. Donc je peux prendre un élément de déterminant strictement positif minimal, et c'est assez facile de voir que dans ce cas-là, pi de E inter G, ça va être 0. Je vous le laisse faire en exercice, et donc on aura G égale L de E. Voilà pour ça. Je vais aussi, pendant qu'on est sur la géométrie des nombres, introduire le lemme de Minkowski qu'on va admettre. Le lemme de Minkowski, ça veut dire qu'il dit que si j'ai un convexe, compact, tel que de mesure plus grande que 2 puissance n, on est tout le temps dans R puissance n, alors symétrique en 0, c'est important. Alors, c'est un